Aucune émission de télévision n'avait jamais été aussi controversée. All in the Family a transformé les sitcoms en guerre sociale. Puis vint l'épisode où Edith Bunker fut confrontée à l'inimaginable. CBS était terrifié. La chaîne a dû organiser des projections privées pour la police et les médecins avant la diffusion du film. Les stations locales ont menacé de boycotter. La production s'est complètement arrêtée pendant près d'un mois, tandis que les dirigeants débattaient de l'opportunité de mettre fin à l'émission. Lorsqu'elle a finalement été diffusée, elle a attiré 40 millions de téléspectateurs et a changé la télévision pour toujours. Voici l'histoire complète de cette scène. Tout a commencé avec une série britannique et une relation tendue entre un père et son fils. Norman Lear a déclaré avoir eu l'idée de All in the Family après avoir lu une sitcom britannique intitulée Till Death Us Do Part, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Cela lui a rappelé son propre père, qui avait l'habitude de crier à sa mère de s'étouffer, tandis qu'elle répliquait en le traitant d'homme blanc le plus paresseux que j'ai jamais vu. Ces répliques deviendront plus tard des icônes de l'histoire de la télévision américaine. Mais en 2025, un événement inattendu s'est produit. Sally Struthers, qui jouait Gloria dans la série, a affirmé que c'est Carol O'Connor qui a découvert la série britannique lors d'un séjour au Royaume-Uni. Elle dit qu'il a présenté l'idée à Lear lui-même, mais qu'il n'a pas été crédité par la suite. Elle a gardé l'histoire pour elle pendant des décennies, attendant la mort de Lear pour la révéler. Cela a changé tout ce que les gens pensaient savoir sur l'origine de la série. Le chemin vers la télévision a été semé d'embûches. La première version de la série, intitulée Justice for All, a été réalisée pour ABC à la fin de l'année 1968. Carol O'Connor jouait le rôle d'Archie Justice. Jean Stapleton jouait le rôle de sa femme, Edith. Mais ABC a eu froid dans le dos, à peu près à la même époque. La chaîne venait d'annuler une émission de sketches sauvages et choquantes intitulée Turn On. Après un seul épisode, ils ont eu peur de tout ce qui était trop risqué, et le pilote de Lear n'a eu aucune chance. Pourtant, l'idée n'était pas encore enterrée. ABC a demandé un nouvel essai. Lear livre rapidement une deuxième version, désormais intitulée Those Were the Days, et la tourne le 16 février 1969. O'Connor et Stapleton sont de retour, mais Gloria et son mari sont désormais interprétés par des acteurs différents. Même à ce moment-là, ABC s'est retiré du projet. Lear a fait le tour de la question et, pendant un moment, il a semblé que le projet pourrait devenir un film plutôt qu'une série télévisée. C'est alors que CBS est intervenu. À l'époque, CBS était un géant de l'audimat, mais elle avait un problème. La plupart de leurs succès, comme Green Acres et The Beverly Hillbillies, étaient regardés par un public rural plus âgé. Ce n'est pas ce que voulaient les annonceurs. Ils voulaient des téléspectateurs plus jeunes, citadins, ayant de l'argent à dépenser. En 1971, CBS a commencé à supprimer ses émissions rurales. Un membre de l'équipe de Green Acres a plaisanté sur le fait qu'ils annulaient tout ce qui contenait un arbre. C'est à ce moment-là que All in the Family a eu sa chance. CBS avait déjà essayé d'acheter les droits américains de Till Death Us Do Part pour en faire une version pour Jackie Gleason, mais Lear les avait devancés. Gleason, Tom Bosley et Jack Warden ont tous été envisagés pour jouer le rôle principal. Mickey Rooney s'est même vu proposer le rôle en premier, mais il l'a refusé. Il pensait que l'émission ferait tuer Norman Lear. Il lui a dit qu'ils allaient vous abattre dans la rue. Rooney a déclaré que le personnage était anti-américain et que la série exploserait au visage de Lear. Ce n'est pas le cas. Au lieu de cela, Carol O'Connor a décroché le rôle qui allait le définir à jamais. O'Connor n'était pas le premier choix de Lear, mais une fois qu'il a obtenu le rôle, il se l'est approprié. L'histoire officielle veut que Lear ait vu O'Connor dans une comédie de guerre et qu'il ait aimé son visage expressif. Mais une fois de plus, Struthers lâcha une bombe en 2025. Elle déclara que c'était O'Connor qui avait vu en premier la version britannique et qu'il l'avait apportée à Lear, espérant en être la vedette. Selon elle, il n'a jamais été crédité pour avoir participé à la création de la série. Cette affirmation a ajouté un nouveau rebondissement à l'histoire déjà compliquée de l'un des personnages les plus emblématiques de la télévision, Jean Stapleton, qui jouait le rôle d'Edith,
apportait du cœur à une série remplie d'arêtes vives. Lear la retrouve sur scène dans Damn Yankees. La plupart des actrices n'ont pas réussi à interpréter le rôle correctement. Mais Stapleton a vu en Edith plus qu'un simple paillasson d'Archie. Elle a compris qu'Edith avait de petits moments de puissance. Des répliques qui tranchaient avec les fanfaronnades d'Archie. Stapleton, née en 1923 à New York, avait passé des années à jouer sur scène avant que la télévision ne l'appelle. Elle a remporté 3 Emmy et 2 Golden Globes pour ce rôle. Dès le début, dans le premier pilote de 1968, elle était présente aux côtés d'O'Connor, jouant un personnage qui allait devenir l'une des mères les plus aimées de la télévision de tous les temps. Rob Reiner, qui incarne Michael Meathead Stivic, n'a pas non plus eu un parcours facile. Il a d'abord auditionné pendant la phase pilote de ABC, mais a été rejeté. Il a ensuite décroché un poste de scénariste pour une série éphémère d'Andy Griffith intitulée Headmaster. Il joue le rôle d'un professeur qui a une liaison avec une étudiante. C'était un rôle risqué, mais il a attiré l'attention de Lear. Reiner a déclaré que Lear avait vu qu'il avait mûri et lui avait donné une autre chance. Lorsque CBS a repris le projet, Reiner et Struthers sont devenus les 3 acteurs de Mike et Gloria. Reiner a remporté 2 Emmy pour ce rôle, mais il a toujours eu des projets plus ambitieux. Il est devenu réalisateur et a créé des films tels que This is Spinal Tap, The Princess Bride at When Harry Met Sally. Sally Struthers, qui jouait le rôle de Gloria, a connu ses propres difficultés. Elle est née à Portland en 1947 et venait d'être licenciée du Tim Conway Comedy Hour avant d'auditionner. Dans un podcast datant de 2025, elle a déclaré qu'elle n'avait jamais vraiment aimé Lear et qu'elle avait un jour demandé pourquoi elle avait été choisie plutôt que Penny Marshall. Quoi, sur le papier, ressemblait davantage à Edith. Lear lui a dit que c'était parce qu'elle et O'Connor avaient tous les deux les yeux bleus et un gros visage. Il pensait que cela rendrait le lien père-fille plus crédible. Struthers a remporté 2 Emmy pour sa performance, mais dès la 5e saison, elle a voulu arrêter. Elle a dépensé 40 dollars pour tenter de rompre son contrat, mais a perdu. Elle est restée pour 3 saisons supplémentaires. Avant elle, le rôle avait été joué par 2 autres actrices. Elle était la 3e et dernière Gloria. Lorsque All in the Family a été diffusé pour la première fois le 12 janvier 1971, personne ne s'attendait à ce qu'elle bouleverse la télévision pour toujours. À l'époque, les sitcoms étaient propres, sûrs et polis. Les familles souriaient, les blagues étaient gentilles et les problèmes de la vie réelle restaient hors champ. Mais Norman Lear pensait que l'Amérique était prête pour plus. Il s'est inspiré d'une émission britannique intitulée Till Death Us Do Part, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il voulait apporter la même énergie brute à la télévision américaine. CBS est nerveux. ABC avait déjà refusé, mais le nouveau président de CBS, Robert D. Wood, a pris un risque audacieux et tout a changé. Le premier épisode a été diffusé à 21h30 on mardi. Seuls 15% des téléspectateurs l'ont regardé. CBS a même engagé des opérateurs téléphoniques supplémentaires au cas où des téléspectateurs en colère appelleraient pour se plaindre. Mais ce qui s'est passé ensuite a dépassé tout ce qu'ils avaient imaginé. En l'espace d'1 an, 50 millions d'Américains la regardaient chaque semaine. Ce n'était pas seulement une comédie, c'était un miroir brut et honnête qui reflétait les tensions entre les générations. Archie Bunker, brilliant, têtu et bien ancré dans ses habitudes, se dispute avec son gendre Mike, unliberal, sur presque tous les sujets. Mais aucun des deux n'avait toujours raison. C'est là tout le génie de l'émission. La série ne donnait pas de réponse facile. Elle montrait de vraies personnes désordonnées qui s'affrontaient sur de vraies questions. Et il n'a pas hésité à aborder des sujets difficiles. Tous dans la famille abordent tous les sujets. Le racisme, l'antisémitisme, l'avortement, le viol, la ménopause, le divorce et la guerre du Vietnam. Un épisode raconte l'histoire de la cousine d'Edith, qui a secrètement entretenu une relation lesbienne pendant des années. Un autre épisode montrait des suprémacistes blancs vandalisant la maison des Bunker. Pensant qu'ils étaient juifs, dans une scène inoubliable, Archie révèle que son propre père avait l'habitude de l'enfermer dans un placard.
Cela expliquait ses préjugés. Elle ne l'excusait pas, mais elle le rendait humain. C'est ce qui fait la force de la série. Il n'a pas prêché. Elle faisait réfléchir les gens. Au début, CBS ne savait pas quoi en faire. Ils craignaient tellement les réactions négatives qu'ils ont ajouté un avertissement avant chaque épisode. Cet avertissement indiquait aux téléspectateurs que la série avait pour but de dénoncer les préjugés en s'en moquant. Mais la tension qui régnait en coulisses était tout aussi forte que celle qui régnait à l'écran. Norman Lear s'est constamment battu contre les censeurs de CBS. Il n'avait pas le droit de dire « God damn it » dans le pilote. À un moment donné, CBS a essayé de déplacer l'émission à une heure plus tardive. Lear les a poursuivis en justice. C'est dire à quel point les choses sont devenues sérieuses. Malgré tout, la série est devenue un géant. De 1971 à 1976, il a été le spectacle numéro 1 en Amérique. Aucune autre émission n'avait réussi à faire cela auparavant. Elle a remporté 4 Emmy consécutifs pour la meilleure série comique. Au total, la série a remporté 22 Emmy et a été nominée 74 fois. Carol O'Connor, qui jouait le rôle d'Archie, a remporté de nombreuses récompenses. L'un des plus importants lui a été décerné en 1979 pour l'épisode California. Here We Are. La même année, le final de la série a attiré 40,2 millions de téléspectateurs. Et même après la fin de la série, l'histoire s'est poursuivie. All in the Family a duré 9 saisons et 205 épisodes. Puis elle est devenue Archie Bunker's Place, qui a duré 4 ans de plus. Les Bunker ont accueilli un enfant en famille d'accueil. Mike et Gloria ont déménagé. Archie a acheté un bar. La série n'a cessé d'évoluer. Elle a également donné naissance à 5 séries dérivées, dont The Jeffersons, qui a survécu à la série originale, avec 11 saisons. À la fin de la série, All in the Family avait construit un univers différent de tout ce qui l'avait précédé. Mais le moment le plus explosif est peut-être survenu le jour de Noël 1976. L'épisode s'intitulait The Draft Dodger. Il mettait en scène David Brewster, un jeune homme qui s'était réfugié au Canada pour éviter de combattre au Vietnam. David n'a pas été traité comme un méchant. Il était calme, réfléchi et honnête. Mike l'a invité au repas de Noël sans le dire à Archie. Et Archie avait également invité son ami Pinky Peterson, dont le fils était mort à la guerre. Le choc est brutal. David a tenté d'expliquer son choix. Archie est furieux. Mike l'a défendu, disant que ce que David a fait demandait beaucoup de courage. C'est l'un des épisodes les plus intenses de l'histoire de la série. Mais il y avait un problème. À un moment clé, Archie dit « Je ne veux plus parler de cette foutue guerre ». CBS a paniqué. Ils ont forcé la ligne à être changée. C'est devenu cette foutue guerre pourrie. Et la surimpression était évidente. Lear était furieux. Le changement a tué le pouvoir émotionnel de la scène. Mais même avec le montage, l'épisode a fait mouche. Il a attiré 34,5 millions de téléspectateurs, le chiffre le plus élevé de la saison. Le timing de l'épisode n'aurait pas pu être plus parfait. Quelques semaines auparavant, Jimmy Carter avait remporté les élections présidentielles. L'une de ses promesses de campagne était de gracier tous les Draft Dodgers. Et 27 jours seulement après la diffusion de l'émission Draft Dodger, il l'a fait. Le 21 janvier 1977, premier jour complet de son mandat, Carter a publié la proclamation 4483, accordant une grâce totale. Soudain, des gens comme le personnage fictif de David Brewster peuvent rentrer chez eux. Environ 50 000 Américains en chair et en os vivaient en exil. Cet épisode télévisé a capturé le moment exact où le pays a tourné la page. Le 19 février 1972, la télévision américaine a changé pour toujours. Cela s'est passé au cours de la 2e saison. Épisode 21 de All in the Family. Dans un épisode intitulé Sammy's Visit, la visite de Sammy. À première vue, la configuration est simple. Sammy Davis Jr., qui joue son propre rôle, a oublié sa mallette dans le taxi d'Archie Bunker. Il se présente au domicile d'Archie pour la récupérer. Mais ce qui s'est passé ensuite a choqué le pays et est entré dans l'histoire de la télévision. Archie Bunker était déjà connu comme le personnage le plus ouvertement bigot de la télévision.
Il utilisait des termes comme « coloreds » et voyait le monde à travers un prisme raciste étroit. Aussi, lorsque l'un des artistes noirs les plus appréciés des Américains est entré dans la maison d'Archie, les téléspectateurs ont su que quelque chose d'explosif se préparait. Mais ils ne s'attendaient pas à ce qui s'est passé à la fin. L'idée de cet épisode vient en fait de Sammy Davis Jr. lui-même. En 1972, il a déclaré au Tonight Show qu'il souhaitait participer à All in the Family. Le scénariste Bill Dana a imaginé une intrigue qui mettrait Sammy en présence d'Archie. Le créateur de la série, Norman Lear, craignait que cela ne ressemble à un gadget. Mais l'idée était trop bonne pour être laissée de côté. Lorsque le tournage a commencé, Sammy était nerveux. Il a même demandé des cartons, mais le réalisateur John Rich a refusé. Tout le monde devait jouer dans les mêmes conditions. Alors que les caméras tournaient, Sammy a prononcé chaque réplique avec une confiance tranquille. Il n'a pas bronché lorsque Archie a lancé ses habituelles remarques racistes. Il leur a répondu par des répliques cinglantes et un humour pince sans rire. Le public a adoré. Sammy a expliqué plus tard, « Il m'a couvert d'éloges pendant le spectacle, mais ses préjugés sont toujours présents, et c'est ce qui s'est passé. » Archie essaie d'être poli, mais ses vrais sentiments ne cessent de remonter. La tension monte jusqu'au point d'ébullition. Puis vint le moment final, le baiser. Ce n'était pas romantique, ce n'était pas attendu, mais c'était puissant. Juste avant de partir, Sammy s'est retourné et a déposé un baiser sur la joue d'Archie. Le public a explosé. Pendant 38 secondes, ils ont ri, applaudi et acclamé. C'est l'une des réactions les plus longues de l'histoire de la télévision. Le réalisateur John Rich a déclaré qu'ils avaient dû réduire le rire parce qu'il avait duré trop longtemps. Il l'a décrit comme suit. Mince, ils s'embrassent. Nous sommes entrés et Archie a pris cet air de surprise. Le public est alors devenu fou de rage, mais ce moment n'était pas seulement drôle. C'était une déclaration audacieuse. En 1972, un homme noir embrassant un homme blanc à la télévision américaine. C'était du jamais vu. Ajoutez à cela le fait qu'il s'agissait d'Archie Bunker, le visage de la bigoterie, et vous obtenez une grenade sociale. 5 ans auparavant, la Cour suprême des États-Unis avait finalement invalidé les lois interdisant les mariages interraciaux. C'était en 1967, avec l'arrêt Loving contre Virginie. Avant cela, 6 États avaient encore des lois interdisant le mariage entre blancs et noirs. Au moment où Sammy a embrassé Archie, ses vieilles blessures étaient encore à vif. Il y avait déjà eu des baisers interraciaux à la télévision. En 1968, Star Trek montrait le capitaine Kirk embrassant le lieutenant Uhura. Ce moment a suscité des réactions négatives, en particulier de la part des téléspectateurs du Sud. Imaginez donc l'indignation lorsque 2 hommes, l'un noir et l'autre blanc, ont partagé un contact physique à la télévision nationale. C'était censé être un anniversaire comme les autres. Le 16 octobre 1977, plus de 40 millions d'Américains ont regardé All in the Family. Ce qu'ils ont vu ce soir-là n'était pas seulement une sitcom. C'était un tremblement de terre culturel. Le personnage de Jean Stapleton, Edith Bunker. Ayu Sing Kwan Chang. L'épisode commence par des rires. Sa famille organise une fête surprise. Edith était seule à la maison et attendait. Un homme frappe à sa porte. Il a dit qu'il était inspecteur de police. Il a menti. Il n'était pas là pour protéger qui que ce soit. Il était le danger. Il s'appelait l'inspecteur Lambert, mais c'était un prédateur. Lentement, la tension montait. Edith essaie de rester calme. Elle radote, répond au téléphone, fait tout pour le retarder. Puis Archie est entré un instant pour prendre un bol de punch. L'homme s'est caché dans le placard. Il a chuchoté à Edith que si elle disait un mot, il les tuerait tous les deux. La minuterie du four a sonné. Edith lui a dit que le gâteau d'anniversaire brûlait. Il l'a laissé partir. Elle ne s'est pas contentée d'attraper le gâteau. Elle a saisi sa seule chance. Elle l'a frappé au visage avec la poêle brûlante et s'est enfuie. Quelques minutes plus tard, lors de sa fête surprise, elle s'effondre dans les bras d'Archie. Le public est abasourdi. Les rires se sont transformés en larmes. Une sitcom s'est transformée en bouée de sauvetage. Ce n'était pas un choix au hasard. Norman Lear, le créateur de la série, avait une mission.
Il voulait montrer que l'agression sexuelle n'était pas un crime commis dans les ruelles ou réservé aux jeunes femmes. Cela peut arriver à n'importe qui, même à quelqu'un comme Edith, surtout à quelqu'un comme Edith. Liar a contacté Gail Barbonell, directrice du Centre de traitement des viols de Santa Monica. Il lui a posé une question. Si vous pouviez parler du viol à 40 millions de personnes, que voudriez-vous dire? Elle ne s'est pas contentée de répondre. Elle a rejoint la salle des écrivains. Elle s'est assise avec eux, a réécrit des scènes, a façonné l'histoire. Elle s'est assurée qu'il s'agissait d'une réalité et non d'une sensation. Liar a même pris l'idée d'un autre spectacle et l'a donné à Edith parce qu'il savait que l'impact serait plus grand. L'histoire n'était pas terminée après le gâteau. La deuxième partie de l'épisode a été diffusée la semaine suivante. On y voit Edith se débattre, pleure, se cache. Elle ne voulait pas le signaler. Elle s'en voulait. Elle a douté. Mais à la fin, elle a pris une décision. Elle a identifié l'homme. Elle ne l'a pas fait pour se venger, mais pour l'empêcher de blesser quelqu'un d'autre. In coulisses, les dirigeants de CBS sont nerveux. Les annonceurs ont menacé de se retirer. Les stations locales des régions conservatrices ne voulaient pas la diffuser. Il s'agissait de l'émission de 9 p.m. Family Hour. C'était censé être un bloc comique, mais Lear n'a pas reculé. Il est allé de l'avant. CBS a organisé des projections privées pour la police, les médecins et les thérapeutes bien avant la diffusion de l'épisode. Il voulait que les professionnels apprennent comment les victimes pensent, comment elles réagissent et comment les aider. Les journaux ont refusé de publier le véritable contenu de l'épisode. Ils ont simplement écrit qu'Edith était confrontée à une crise. Mais le public savait, et il a continué à regarder. Cette année-là, All in the Family n'était pas seulement la série numéro 1. Elle est devenue le miroir d'un pays qui fuyait une dure vérité. Au centre de cette tempête se trouvait Carroll O'Connor. Il jouait le rôle d'Archie Bunker, l'homme bruyant, têtu, de la vieille école, aux opinions dépassées. Mais O'Connor lui-même était tout le contraire. Il croyait aux syndicats, il croyait aux gens, et il n'avait pas peur de tout arrêter pour le prouver. En 1974, CBS est confronté à une grève. Les ouvriers d'entretien font du piquetage. O'Connor n'a pas hésité. Il a refusé de franchir la ligne. Le tournage s'est arrêté. « J'ai été un syndicaliste toute ma vie », a-t-il déclaré aux journalistes. « Je ne briserai pas une grève. Ce n'était pas une petite manifestation. » Il était la star de l'émission la plus regardée d'Amérique. Et il s'en est allé. O'Connor et Norman Lear avaient des relations tendues. Ils se sont souvent disputés à propos de scénarios, d'argent, de politique. O'Connor ne s'est pas retenu. Il a accusé Lear de vouloir ruiner sa réputation. Lear trouvait O'Connor trop exigeant. Pourtant, ils ont continué à travailler, parce que quelque chose de plus important était en jeu. Dans une interview, O'Connor a même déclaré que la série pourrait continuer sans lui. Il se passe beaucoup de choses dans le bunker avant qu'Archie ne rentre chez lui, a-t-il dit. Il ne faisait pas que bluffer. Les producteurs avaient d'ailleurs envisagé de l'éliminer, mais il n'avait pas peur. Il était prêt à marcher si la cause était bonne. Ce n'était pas la première fois. En 1972, lorsque CBS a tenté de remplacer les techniciens qualifiés par des machines, les travailleurs se sont mis en grève pendant 8 semaines. O'Connor les a soutenus. Il a refusé de travailler avec les briseurs de grève. Les épisodes ont été retardés. Les téléspectateurs ont attendu. O'Connor n'a pas bougé. Il a peut-être joué le rôle d'Archie Bunker, mais Carroll O'Connor n'avait rien à voir avec lui. Il enseignait à l'université. Il lisait la philosophie. Il s'est battu pour les travailleurs. Il s'est battu pour la justice. Et il savait exactement qui était Archie. Un homme malheureux empoisonné par la haine. A-t-il dit un jour, c'est pourquoi il l'a si bien interprété. Parce qu'il comprenait le coût de l'ignorance. Au moment de la diffusion du 50e anniversaire d'Edith, O'Connor et Lear s'étaient battus, réconciliés et avaient remodelé la télévision ensemble. Ils avaient pris une comédie et l'avaient transformée en force sociale. Elles se sont attaquées au racisme, au sexisme, à la violence et maintenant aux agressions sexuelles. Et ils ne l'ont pas fait en douceur. Ils l'ont fait de front. Un matin de janvier 2025, Sally Struthers a lâché une bombe à laquelle personne ne s'attendait. Sur un podcast intitulé Let's Talk About That,
Elle a dit quelque chose qui a ébranlé l'héritage de l'une des émissions les plus emblématiques d'Amérique. Selon elle, Norman Lear n'a pas créé All in the Family. C'est Carol O'Connor. Oui. Archie Bunker lui-même, Quoi? le premier, a voulu adapter la sitcom britannique Till Death Us Do Part à la télévision américaine. M. Struthers a affirmé que M. Lear s'est fait passer pour le créateur pendant 52 ans et n'a dit la vérité qu'après sa mort. En décembre 2023, à l'âge de 101 ans, il s'agit d'une affirmation audacieuse qui bouleverse l'histoire que tout le monde croyait connaître. O'Connor ne s'est pas contenté de jouer la comédie. Selon de vieilles interviews, il aurait écrit tout le pilote à la main et a même enregistré tous les rôles lui-même. Archie, Edith, Mike et même le voisin. Il a envoyé une cassette audio sur laquelle il jouait toutes les voix. Lear s'en est ensuite servi pour rédiger le scénario proprement dit. Même des années plus tard, Lear a admis quelque chose de surprenant dans l'émission The Mike Douglas Show. Il a pointé O'Connor du doigt et lui a dit que le meilleur scénariste que cette série ait jamais eu était cet homme-là. Ce commentaire a stupéfié O'Connor, qui avait dit un jour que Lear n'avait jamais été très doué pour partager le mérite. Il y a plus. O'Connor avait vu la version britannique lors d'un séjour à Londres. Et même si quelqu'un d'autre, le producteur Howard Adelman, a acheté les droits en premier, O'Connor s'est fortement impliqué pour tenter de la faire passer à la télévision américaine. Il n'a pas seulement influencé le personnage d'Archie Bunker, il en était la voix et l'attitude. Il avait le véritable accent new-yorkais, la classe ouvrière, la présence. Lear a même admis que c'était la personnalité d'O'Connor qui avait donné le ton. Mais à l'époque, O'Connor ne pensait pas que la série fonctionnerait. Il a demandé un billet d'avion aller-retour pour Rome dans son contrat, juste au cas où la série serait un échec. C'était son plan de secours. Au lieu de cela, l'émission est devenue le programme numéro 1 aux États-Unis pendant 5 années consécutives. Struthers a gardé le silence sur tout cela pendant des décennies. Mais après la mort de Lear, elle s'est sentie libre de parler. Dans cette interview, elle ne s'est pas contentée d'accuser Lear de voler des crédits. Elle a déclaré qu'il l'excluait des soirées, qu'il la traitait froidement et qu'il lui avait dit un jour « Nous vous avons engagé parce que, comme Carol O'Connor, vous avez les yeux bleus et un gros visage. » Cela l'a blessée si profondément qu'elle a engagé des avocats pour rompre son contrat. Elle a dépensé environ 40 $, une somme énorme dans les années 1970, pour tenter de quitter la série. Elle a perdu le procès et a dû continuer à jouer Gloria. Plus tard, elle est revenue pour Archie Bunker's Place et a joué dans son propre spin-off, Gloria. Mais les blessures ne se sont jamais refermées. Madame Struthers a déclaré que ses remarques l'ont marquée à vie. En coulisses, la tension entre Lear et O'Connor n'était pas seulement créative, elle était aussi légale. En 1974, O'Connor quitte le plateau et intente un procès. Selon lui, Lear n'a pas tenu ses promesses. Son contrat prévoyait un crédit d'écriture et le contrôle du scénario, mais il n'a obtenu ni l'un ni l'autre. Il gagnait 25 000 $ par épisode à l'époque, soit environ 137 000 $ aujourd'hui. Mais l'argent n'a pas réglé le problème. Dans ses mémoires de 2014, Lear décrit la frustration d'O'Connor. Au cours d'un épisode, The Elevator Story, O'Connor a refusé de jouer. La scène montrait Archie coincé dans un ascenseur avec une femme hispanique sur le point d'accoucher. O'Connor a pleuré sur le plateau. Il a dit qu'il détestait l'épisode, qu'il détestait la série et qu'il détestait Lear. Lear pensait que s'il cédait, le message de la série mourrait. Il s'est donc rebiffé. O'Connor est finalement revenu et l'épisode a remporté un Emmy. Malgré leur bataille, Lear a admis qu'il ne pouvait imaginer quelqu'un d'autre dans le rôle d'Archie. Il a déclaré que la première fois qu'il a vu O'Connor auditionner, tout mon corps s'est dit « Oh mon Dieu, c'est Archie ». Et même après tout ce chaos, il a dit que cela en valait la peine. L'émission abordait tous les sujets. Racism, sexism, homosexuality, avortement, vile, menopause. Autant de sujets que la télévision américaine n'avait jamais osé aborder. Il a mis le public mal à l'aise. Elle a marqué l'histoire, mais elle a aussi usé les personnes qui l'ont créée. O'Connor était un homme libéral qui jouait les bigots racistes. Il enseignait l'anglais. Il croyait en l'égalité. Et pourtant,
Il devait prononcer des répliques qui allaient à l'encontre de tout ce qu'il représentait. Il s'est souvent battu avec les scénaristes sur le script. Le poids émotionnel de ce rôle n'était pas facile à porter. Et il n'y avait pas que les créateurs qui se battaient. Les acteurs ont eux aussi eu leur part de fêlure. Struthers a également parlé de Betty White dans le podcast, la qualifiant de passive-aggressive. Lors de l'enregistrement d'un jeu télévisé, White Louis a dit de ne pas manger de biscuits parce qu'elle n'en avait pas besoin. Ces moments, ces petits coups de gueule, a marqué Struthers pendant des années.